La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BP Go Business Club. Nous sommes à l'Atrium, à Polaris, pour explorer durant 26 minutes, là encore, cette semaine, une entreprise particulièrement intéressante, captivante de notre territoire. Avant de vous en dire un petit peu plus, parce que tout le monde connaît cet ingrédient, cette petite saveur en bouche. On va vous donner tous les ingrédients dans un instant. Permettez-moi de vous présenter nos trois chroniqueurs. Merci beaucoup à Emmanuelle Degrove. Vous êtes la directrice d'exploitation et directrice générale adjointe de la Banque Populaire Grand Ouest. À vos côtés, merci à vous Hervé Karmarek, président du MEDEF Bretagne, à la tête également de Karmarek Immobilier. Et à vos côtés, merci maître Hélène Lodic-Baron, bâtonnière et membre du Conseil national des barreaux. On a énormément de questions à poser à notre invité. Qui n'a pas un jour aimé déguster des chips? Nous allons vous présenter le chipsier principal de France. Il est breton. C'est une véritable entreprise 100% familiale à taille humaine. Vous connaissez très certainement cette marque totem. Il s'agit d'Alto Bretz et je vous demande d'accueillir tout simplement son PDG Laurent Cavard. Alors des chips, et vous allez voir que l'innovation est vraiment aussi là dans l'ADN de l'entreprise, parce que vous êtes un sacré ambassadeur de la chips, vous en avez quasiment toujours sur vous. Vous allez nous expliquer tous les goûts, parce que vous testez en permanence. Moi, la première question, elle va être toute simple. Les chips, ça paraît quelque chose de tellement simple. Mais alors, pour arriver à faire des chips de premier rang, ce qui est votre marque de fabrique, c'est très compliqué. En fait, c'est un produit qui est très simple en termes d'ingrédients, surtout les chips nature. De la pomme de terre. De la pomme de terre, de l'huile de tournesol et du sel de Hollande. Ça, c'est pour les marques Bretz. Bon, après, la mise en pratique est un peu plus compliquée, puisqu'il faut avoir des pommes de terre de qualité. Donc, on utilise des pommes de terre qui sont spécifiquement développées pour la chips. Et il faut les garder à peu près 9 mois, entre le moment où on les récolte et le moment où on va les utiliser. Et bien entendu, avant, il a fallu les récolter, donc les faire croître dans les champs. Et les pommes de terre, c'est sensible au mildiou, tout le monde le connaît. C'est sensible aussi à la sécheresse. Après, dans toute cette étape-là, évidemment, pendant les 9 mois de conservation, il faut les garder au froid, l'obscurité, et pour éviter malheureusement, qu'elles aient des problèmes parce que sans bonnes pommes de terre, il n'y a pas de bonnes chips, il n'y a pas de mystère. Donc notre usine n'est pas un hôpital à pommes de terre. Et après, dans le produit, effectivement, il y a toute une qualité aussi qui est liée au fritage, puisqu'en fait, il faut utiliser de l'huile et éviter le développement du goût de rance, parce que en fait, notre produit va se conserver 9 mois en paquet, mais simplement, ça c'est lié aussi à la qualité du fritage, et aussi évidemment la qualité du scellage qu'on va mettre ça dans un sachet. Et après, il faut évidemment donner la bonne quantité de sel, et aussi la bonne quantité d'arôme, parce que évidemment, si on ne donne pas la bonne quantité d'arôme, ça peut donner des choses un peu bizarres, comme sur les arômes vinaigres, qui sont des arômes qui peuvent être un peu piquants. Donc, en fait, on a l'impression que c'est très, très simple. Mais en fait, c'est une industrie qui est quand même relativement capitalistique, avec des équipements qui sont très modernes. Une friteuse chez Alto, c'est à peu près un matériel qui fait 50 mètres de long. Ça n'a rien à voir avec l'Actifry que vous avez à la maison. Donc, effectivement, c'est une activité qui semble simple, mais qui n'est pas si simple que ça en termes de mise en œuvre. Et donc le Morbihan, Pontivy, vos endroits, parce que là c'est quasiment le centre névralgique de cette entreprise. Ah oui, Pontivy c'est le centre du monde, au moins pour la chips, du moins, voilà, c'est ça. Donc effectivement c'est là où a été créée l'entreprise.
Alors, Alto, c'est une idée d'abord d'Alain Glon. En fait, Alto, ça veut dire ça au départ, hein, c'est Alain Glon. Et Thomas Feito, qui était un transfuge de Pepsi Cola, qui devait nous amener le savoir-faire sur la chips. Bon, Thomas est parti au bout d'1 an et demi, mais on a gardé le nom parce qu'on est conservateur. Alors, cela dit, c'est quand même un pari d'entrepreneur, parce qu'au départ, il n'y avait pas de chips en Bretagne. Il y avait à peine de la culture de pommes de terre dite industrielle, puisque ça avait été créé par le groupe Glon à l'époque. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de partir d'une usine, et on est parti de rien. Donc c'était en 1995, hein, et les premières années ont été un tout petit peu compliquées. Bon, depuis, l'entreprise a un petit peu changé, puisqu'on a toujours notre usine historique, hein, de Pontivy. On est dans la banlieue de Pontivy à Saint-Géran. Et puis maintenant, on a eu aussi une deuxième usine dans le sud de la France, en Ardèche, qui ne fait que de la marque de distributeur. Emmanuel. Laurent, comment on passe d'équipementier automobile à l'industrie agroalimentaire? Alors, c'est une bonne question. Alors, quand on parle d'entreprise familiale, effectivement, c'est aussi une entreprise familiale, Alto. Et globalement, la holding qui s'appelle Alain Glon Holding. Alors, au départ, c'est une émanation du groupe Glon, hein, donc le groupe Glon-Sanders, hein, qui est devenu Avril. À un moment donné, les trois frères Glon, qui étaient à la tête du groupe Glon, ont décidé de vendre leur activité de nutrition animale, et d'œufs, notamment, donc à Sophie Protéol. Les deux branches de la famille d'André et de Noël ont décidé de réaliser. La famille d'Alain Glon a décidé de réinvestir en fait, le produit de la vente et de recréer un groupe familial, alors, soit en rachetant les autres parts aux autres frères ou en créant d'autres entreprises. Donc en 2009, ça a été le Big Bang. Tous les membres de la famille, y compris les pièces rapportées comme moi, on est venu travailler dans le groupe. Donc effectivement, je travaillais chez Michelin, mon épouse aussi, hein. Donc, nos 4 enfants sont nés à Clermont-Ferrand et on est venu s'installer à Pontivy pour développer les entreprises. Donc, au sein du groupe familial, à chaque fois, soit le PDG, soit le président et un membre de la famille. Donc, on a à peu près 6 entreprises comme ça, donc, qui font partie de la constellation Alain Glon Holding. Donc, effectivement, ça a été un choix d'entrepreneur. C'est tellement, on s'est dit, on veut passer de statut de cadre supérieur à entrepreneur et développer les entreprises. Alors, c'était le moment aussi Alto devait changer aussi de dimension. On avait notre usine de Saint-Géran qui commençait à être saturée. Et il fallait se dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de la marque Bretz? Parce qu'on était un gros acteur de la marque de distributeur à l'époque. Est-ce qu'on crée une nouvelle usine? Est-ce qu'on va à l'étranger? Est-ce qu'on fait des acquisitions? Donc, en fait, c'était à ce moment-là que je suis arrivé au sein de l'entreprise. Donc, depuis, effectivement, on est passé d'une part du marché de la marque Bretz de 3% du marché français à 15%. En marque de distributeur, on doit faire maintenant 80% du marché de la marque de distributeur. Et on est passé de 175 employés à 406 l'année dernière. Et maintenant, en plus, on a une filiale aussi au Portugal qui alimente le marché ibérique. Donc, un gros acteur aussi pour la marque de distributeur en péninsule ibérique. Et 206 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hervé Karmarek. Les produits alimentaires ont connu une très forte inflation ces derniers mois, voire cette dernière année, poussée notamment par la hausse du coût de l'énergie. Vous avez sans doute dû répercuter cette hausse-là dans vos prix. Michel-Édouard Leclerc a annoncé vouloir mettre un couvercle sur l'inflation et mettre la pression sur les distributeurs. Après, dit-il, 5 hausses successives l'année dernière. Il a prévu de plafonner le prix de 1000 produits, sans doute les chips Bretz. Quel rapport vous allez entretenir avec la grande distribution, qui sont quand même vos principaux partenaires ? En fait, on s'est retrouvé au cours de l'année 2022 devant un tsunami inflationniste. Évidemment, nous, on utilise de l'huile de tournesol. En 2021, l'huile de tournesol, on l'a acheté à 1 000 € la tonne. Et puis après, l'huile de tournesol hélique, on a payé jusqu'à 2 800 € la tonne. Déjà, rien que ça, à chaque fois qu'on prenait 100 € la tonne, c'était 1% d'augmentation de tout revient. Puis on a eu les cartons, on a eu les palettes, sans compter l'énergie. De toute façon, c'était une question de survie, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on passe des hausses de tarifs. C'est-à-dire qu'on travaille dans l'agroalimentaire, on n'est pas les VMH. On s'est retrouvé avec des hausses de coûts de revient supérieures à 40%. Donc à un moment donné, on a dû aller voir les distributeurs qui, au début de l'année 2022, il faut être honnête, étaient très réticents à accepter des hausses. Et à partir du mois de juillet, il y a eu vraiment un changement d'attitude. Je dirais que les distributeurs aussi se sont dit que c'était une question de survie pour les industriels agroalimentaires. Et ce qui était aussi important, c'était d'avoir du produit. Un de mes concurrents a fait faillite au
cours de cette période. Donc, ils ont bien compris qu'il fallait faire quelque chose et nous aider et nous accompagner. Donc, on a fait aussi preuve de transparence sur nos coûts, en particulier sur le coût de l'huile, sur le coût de la pomme de terre, puisque maintenant, on a la problématique de la pomme de terre, puisque la récolte a été très mauvaise l'été dernier à cause de la canicule. Effectivement, après, il est normal que ça pose des questions d'un point de vue du pouvoir d'achat du Français. Bon, après, la chips, ça reste un produit qui n'est pas malheureusement vendu au prix d'un sac Kelly, puisque de toute façon, on reste en dessous de 2 € le sachet. Donc, ça reste un produit qui est anti-crise, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit... on va se faire plaisir, puisque c'est un produit plaisir, c'est un produit d'impulsion qui n'est pas très impliquant. Donc, on va prendre un sachet, à limite, qui coûte 30 centimes de plus le sachet, ce n'est pas ça qui va poser un problème. Mais à limite, c'est un produit qui coûte pas cher, on va se faire plaisir, même en période de crise. Bon, pour l'instant, on n'a pas vu d'impact sur les volumes de vente, en dépit des hausses de tarifs qui ont pu être passées. Et à limite, même le marché est plutôt en hausse. Maître Hélène Ledic-Baron. Alors, la chips, c'est un produit de grande consommation, mais c'est un produit aussi qui peut être décrié au niveau de ses qualités nutritives. On a le Nutri-Score qui a été introduit dans l'alimentaire. Vous développez des produits d'ailleurs avec des Nutri-Score A en partant sur d'autres céréales et l'adjonction d'autres céréales à la pomme de terre. Est-ce que justement vous êtes sensible à cette question du Nutri-Score? Est-ce que le Nutri-Score a eu des conséquences d'ailleurs sur la vente de vos produits? Alors, pour nous, d'abord, le Nutri-Score, ça a d'abord été une volonté de transparence. Je dirais que c'est vraiment la volonté pour la marque Bretz, c'est d'être transparent, de dire où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, avec quelle pomme de terre c'est fabriqué. D'ailleurs, sur nos paquets de chips, il y a le nom du producteur de pommes de terre. Donc, on pourrait faire le tour de la Bretagne en regardant le nom à côté de la DDM. Il y a le nom du producteur et d'où vient la commune d'origine. Donc vraiment, ça fait partie vraiment de l'identité de la marque, d'avoir cette volonté de transparence. Et depuis très longtemps, on travaille sur l'amélioration du profil nutritionnel de notre produit. On a supprimé l'huile de palme il y a 11 ans. On a travaillé sur, alors c'est des barbaries, je suis désolé, du Clear Label et du Clean Label. On a supprimé tous les ingrédients décriés. Et de plus en plus, nos assaisonnements qui servent pour les arômes, en fait, c'est des ingrédients naturels. On a fait la chasse aux nanomatériaux, puisque malheureusement, on s'est retrouvé aussi avec des nanomatériaux qui n'étaient pas identifiés chez nos fournisseurs. On l'a fait. Donc le but, effectivement, c'est d'avoir des produits qui soient qui provoquent le plus de confiance auprès du consommateur. C'est ce qu'on veut montrer sur la marque Bretz. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Bon, alors, effectivement, la chips, ça reste un produit à Nutri-Score C, la chips de pommes de terre. Comme la chips de légumes aussi, je suis désolé, je vais tuer un mythe, la chips de légumes aussi, ou la chips de sarrasin. Effectivement, le problème, c'est la charge calorique qui est liée à l'huile de tournesol. Alors, ce qui est intéressant, malheureusement, sur la chips, et c'est un peu triste à dire, c'est que quand on fait des interviews consommateurs, on pose la question aux consommateurs, on nous demande tout le temps des produits, des chips à Nutri-Score A. Voilà. Sauf que quand on lance des produits avec des profils nutritionnels améliorés, ça ne marche pas. Avant, on avait une gamme en France qui s'appelait de la légère matière grasse. On était capable de baisser le taux de matière grasse de 7 à 8%, et ça ne marche pas. En fait, c'est un produit d'impulsion, donc le consommateur qui achète des chips, c'est de faire plaisir. S'il veut un produit allégé, va être moins bon que le produit qui n'est pas allégé. Donc c'est triste, mais quand on fait tout ce qu'on fait en termes de profil nutritionnel, on le fait un petit peu au fil du temps, sans trop communiquer sur le sujet, parce que souvent, parler, par exemple, en acide gras, ça va faire peur aux consommateurs. Donc on ne va jamais parler du profil en acide gras de l'huile de tournesol par rapport à l'huile de palme, parce que c'est parler de gras, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant ce produit parce qu'il y a vraiment une attitude complètement schizophrène du consommateur. Alors, je ne vais pas dire par là qu'on va faire des produits gras mauvais sur la santé spécialement. Mais on ne peut pas tellement communiquer sur le sujet. On le fait sur la durée parce qu'on sait que c'est une obligation. C'est une obligation pour l'entreprise parce qu'on se veut une entreprise qui soit loyale et respectueuse de nos consommateurs. Mais effectivement, il y a une attente qui n'est pas forcément très claire au niveau du consommateur. Bon, une chose sur laquelle on ne communique jamais, par exemple sur la chips vis-à-vis des enfants. Vous avez plein de produits de snacking, je ne vais pas donner de nom de marque, mais qui communiquent énormément sur les enfants. Nous, on ne va pas le faire sur la chips. On s'est toujours interdit de le faire, parce qu'on dit qu'on ne veut pas inciter les enfants à surconsommer de la chips. Ça reste un produit occasionnel, avec quand même une charge calorique importante.
Laurent Cavard, vous recherchez la qualité. Je me suis amusé à regarder à l'occasion des 30 ans de produits en Bretagne vos prix. Vous trustez tous les ans en innovant avec des prix. Et pour arriver à faire autant de gammes de chips, il faut les tester. Il faut avoir des testeurs. Combien vous en faites à l'année vraiment de tests pour aller toujours un peu plus loin dans l'aspect gustatif ? Bon, je vais enlever mes enfants qui me servent de cobayes souvent sur les nouveaux goûts. Hein. Bon, après, l'équipe R&D va tester à peu près 150 nouvelles saveurs tous les ans. Alors ça, c'est pour les chips aromatisés notamment. Mais souvent, qui sont des innovations qui vont être relativement rapides. Hein. Et puis sur lequel on va travailler, on va faire une sélection pour finalement sortir 3-4 nouvelles saveurs tous les ans. Sachant qu'il faut avoir un produit évidemment qui soit bon, j'ai compris, c'est plaisir, avec un nom qui parle au consommateur et un packaging aussi qui parle. Parce que à peu près le temps moyen que passe un consommateur, enfin un acheteur, un shopper devant le rayon, c'est 40 secondes. Donc si vous accrochez pas, eh ben, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment trouver la triplette magique sur le sujet. Donc l'équipe R&D a une équipe de testeurs sélectionnés au sein de l'entreprise. Alors il n'y a pas que l'équipe R&D, hein, il y a les gens de la qualité, il y a aussi des gens qui travaillent dans l'usine. Moi, je ne fais pas partie des nez fins de l'entreprise. Alors à la fin, on fait quand même goûter parce que c'est normal. C'est quoi votre préféré ? Dans la gamme actuellement là ? Oui. Moutarde ancienne, miel Alors, une chips que j'aime beaucoup, c'est la chèvre piment d'Espelette. Parce qu'en plus, c'est un beau travail de collaboration avec l'aromaticien qui a développé ça. Parce qu'on a travaillé sur ce produit pour lui donner une identité. On voulait avoir une AOP. C'est un développement qui a duré 1 an. Hein. Je me souviens avoir torturé l'aromaticien. Hein. Et en plus, ça a été un succès en magasin, donc il marche très bien. C'est pas toujours très simple parce que c'est difficile de trouver du piment d'Espelette, je vous cache pas. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est les chips de sarrasin qu'on a lancé effectivement juste au moment du Covid. C'était pas forcément le bon moment pour lancer des produits. Et c'est un beau produit parce que c'est une collaboration avec une autre entreprise bretonne, Bertel, donc il y a Galtier de Pleudier Assurance, qui nous fournit en galettes. Et nous, on va transformer ces galettes en chips en les passant en friture dans notre usine de Pontivy. Alors, il nous reste vraiment 7 minutes, donc on va faire des questions et des réponses rapides pour essayer de faire un tour de table à nouveau. Emmanuel. Laurent, je reviens au Centre-Bretagne. C'est bien sûr une région magnifique, mais comment vous attirez des talents dans le Centre-Bretagne pour l'innovation ? C'est vrai que c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Pontivy, malgré tous ses atouts, n'attire pas forcément les cadres en particulier. Donc en fait, on a une politique aussi d'embauche, beaucoup en travaillant avec des alternants. Hein, donc on a 22 alternants, je crois, en ce moment. Donc dans tous les métiers de l'entreprise. Donc c'est vraiment une politique d'embauche sur le long terme, parce qu'en fait, les alternants, quand ils sont rentrés, ils y restent. Hein. Aussi, ce qu'on essaie beaucoup de faire, c'est faire de la promotion aussi en interne. Hein. Les chefs d'atelier de l'usine de Pontivy, c'est des dames qui sont parties du terrain, qui mettaient des sachets dans les cartons et maintenant qui managent des équipes de 80 personnes. Donc on a aussi une équipe de formation aussi en interne sur les conducteurs de ligne, hein, où on a une école pour former des gens qui n'ont pas forcément un diplôme pour se faire. De toute façon, personne n'a un diplôme pour piloter une friteuse, hein, faut être très clair. Où on a une école de formation en interne de 6 mois. Voilà. Bon, après, évidemment, tout le but, c'est aussi de travailler sur nos marques employeurs. Donc, c'est vrai que ça aide aussi d'avoir une marque forte pour attirer du monde. Hein. Mais d'un autre côté, c'est important pour nous d'être à Pontivy, parce que c'est là d'où sont nos racines. C'est là où on est, c'est là où on a été créé. Moi-même, j'habite à Pontivy. Alain Glon, il habite à 6 km à Clégarec. Et là, on a un projet de modernisation de notre usine de Saint-Géron. C'est pour donner une nouvelle vie pour les prochaines 25 années à l'usine de Saint-Géron. Parce qu'on est originaire d'ici. Donc c'est une valeur aussi importante pour nous, c'est être implanté localement où nous sommes. C'est être implanté en Centre-Bretagne, mais être implanté aussi en Ardèche, mais aussi au Portugal. Au Portugal, d'ailleurs, j'ai interdit à mon DG portugais de changer le nom de la société. Il voulait l'appeler Alto Portugal. Je lui ai dit non, c'est SIA. Bon, je ne vais pas vous dire le nom en portugais parce que c'est compliqué, mais c'est la Société industrielle d'apéritifs, hein, voilà. Et c'est resté le nom portugais parce que je veux que cette entreprise reste portugaise.
Hervé. Alors la société Alto a été un peu accusée de vouloir s'accaparer des terres agricoles et vous avez donc été, entre guillemets, accusé de capter la terre agricole autour de chez vous. Que dites-vous à vos détracteurs, puisque vous en avez quelques-uns, mais surtout, quelle est la stratégie finalement poursuivie à travers ces acquisitions? Bon, j'admets, je suis coupable. Alto est propriétaire de 0,004% du foncier breton, agricole breton. Non, on est effectivement propriétaire de 3 exploitations agricoles autour de l'usine de Pontivy. En fait, on s'est retrouvé à devenir propriétaire d'exploitations agricoles parce que initialement, on a créé un réseau d'irrigation autour de notre usine. Parce que quand on a l'eau qui sort de la station d'épuration, il faut l'utiliser en milieu naturel. Donc on fait de l'irrigation. Donc à l'époque, on a créé le réseau d'irrigation des agriculteurs qui étaient indépendants. Les agriculteurs sont partis petit à petit à la retraite. Puis après, ils vous font une subtile pression en disant « j'arrive pas à vendre mon exploitation, il faudrait trouver une solution ». Puis en même temps, vous avez votre réseau d'irrigation qui est là. Donc, qu'on le veuille ou non, on se retrouve à devoir acheter l'exploitation agricole. Bon, on n'a pas de vocation nous-mêmes à être exploitant agricole. On est propriétaire de 80 hectares de foncier. Nos contrats de pommes de terre en Bretagne, c'est 2500 hectares avec des agriculteurs. Et globalement, en France, c'est 3500 hectares. Donc nous, on ne fait pas de culture de pommes de terre nous-mêmes. Les 80 hectares de foncier, ils n'ont jamais de pommes de terre. Donc effectivement, on a été pris à partie par une association. Je ne vous cache pas que je n'ai pas vraiment bien compris pourquoi on avait été pris comme cible, parce que ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de créer une relation économique équilibrée avec les agriculteurs et justement d'assurer une maîtrise, une permanence aussi du monde agricole en Bretagne. Donc on travaille avec des systèmes d'achat de pommes de terre à prix fixe, on prend toute la récolte, on achète à la récolte, c'est nous qui nous occupons de stockage. Comme je l'ai dit au préalable, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. On a des entreprises de travaux agricoles qui interviennent pour le compte des agriculteurs, pour éviter que les agriculteurs surinvestissent quand ils font de la pomme de terre, parce qu'une arracheuse de pommes de terre, actuellement, c'est 400 000 €. Donc on fait que 5 à 6 hectares de pommes de terre, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'endetter. Donc le but, vraiment, c'est d'assurer justement une permanence du monde agricole. Donc c'est vrai que, personnellement, je l'ai assez mal pris, parce que c'est contraire à toutes les valeurs d'entreprise, parce que nous, on est vraiment très très proche du monde agricole, et on est les plus intégrés dans le monde de la chips, en termes de présence avec le monde agricole. Hélène. Vous parlez justement de votre investissement au niveau local et notamment au niveau environnemental. Vous avez développé la méthanisation à partir des épluchures de pommes de terre et qui permet de produire 35% de vos besoins en gaz. Est-ce que justement vous parlez d'une nouvelle usine? Est-ce que l'autonomie aussi en matière énergétique, ça va faire partie des pistes que vous allez développer? Et vous avez une 30. Ah, je suis une 30. Oui, alors... on est labellisé RSE depuis plus de 10 ans avec la FEF. On a fait partie des 7 premières entreprises labellisées avec label PME+. Et on fait un bilan carbone depuis 15 ans maintenant. Donc on a fait moins 37% d'émissions de CO2 par kilo de chips depuis la création du bilan carbone pour Alto. Donc effectivement, on s'était dit que la solution, c'était d'utiliser nos coproduits de pommes de terre, donc les épluchures de pommes de terre, l'amidon qui vient de process, et les bouts de la station d'épuration, le méthaniseur. Donc effectivement, on a le méthaniseur de l'usine de Saint-Géran, plus le méthaniseur de l'Ardèche, et tout ça, ça représente à peu près 27% des besoins en gaz de l'entreprise. Bon, d'ici à être autosuffisant, il y a encore un petit peu de travail, je ne vous cache pas. Le but, c'est quand même d'optimiser le plus possible la consommation électrique aussi dans l'usine. Et on travaille aussi beaucoup effectivement sur notre projet d'extension d'usine en disant est-ce qu'il y a d'autres solutions que des chaudières au gaz. Donc on s'est posé la question d'utiliser de la gazification de bois, on va dire le gazogène pour faire très simple. Et on regarde en particulier ce projet, savoir si on peut supprimer le méthane pour nos chaudières. On sait que c'est un vrai enjeu, les émissions de CO2, comme aussi évidemment dans le futur les réductions de consommation d'eau. 30 secondes, une question que je vais me faire un peu porte-voix des étudiants de Bachelor 3 chez Amos Rennes. C'est une
Business School Sport et il voulait savoir quelque chose. Vous êtes partenaire de bon nombre d'équipes et de clubs en région Bretagne. C'est important aussi de savoir soutenir ces clubs, que ce soit dans le rugby, dans le football, pour garder ce tissu d'une grande vitalité en région Bretagne. Oui, alors ça fait partie de notre engagement régional. Quand on a des racines, être enraciné quelque part, soutenir les associations sportives, c'est important. Donc on le fait. Donc, on a été très longtemps associé au FCL. On est encore sponsor, mais aussi au RCV. Puis il y a plein de petits clubs aussi en Centre-Bretagne. Mais comme aussi, on fait aussi beaucoup de soutien à des associations comme l'Art dans les Chapelles autour de Pontivy. Donc là, ça fait partie de notre engagement. On est de Centre-Bretagne et on en est fiers. Avec ce goût et ce bruit très particulier aux chips, vous êtes un peu Monsieur Chips. Oui, voilà, on va dire Monsieur Chips. Oui, alors après, effectivement, je ne porte pas toujours la mascotte, mais effectivement, c'est ça, oui. Et on salue Christian Taccard des Gavottes qui dit, quand il se présente à l'étranger, « Je suis Monsieur Gavotte ». Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Laurent Cavard, le PDG d'Alto Bretz. Grand merci à vous, merci Hélène, Hervé. Et merci Emmanuel, on vous retrouve très vite pour explorer vraiment notre économie en région Bretagne. Encore merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.